Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de l'engagement climatique. Alors ça, c'est un sujet très macro, on en parle beaucoup dans la presse. Mais c'est l'engagement climatique des salariés, qui sont aussi des citoyens, et des entreprises. Où est-ce que nous en sommes sur cette question? Parce qu'il y a urgence, quand on voit évidemment les chiffres du GIEC, il faut s'engager. Mais comment faire? On en parle avec mes invités. Claire Cochetier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice de la marque du développement d'Elitis, alors qui n'est pas une marque très connue, mais promoteur immobilier, constructeur, comment vous vous définissez? Exactement, concepteur, financeur, investisseur, développeur, en tout cas challenger, ça c'est sûr. Sur les questions écologiques, avec des choses très importantes que vous développez. Exactement, un groupe immobilier français qui existe quand même depuis une vingtaine d'années maintenant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Anne Lecor, ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondatrice du syndicat Printemps écologique. Vous avez une vie professionnelle avant d'être une permanente, celle qui organise ce syndicat. 300 adhérents au moment où nous parlons, avec déjà des élus d'ailleurs qui siègent, comme on dit, au CSE et qui donc agissent. Vous nous parlerez de ce syndicat créé en 2020. Exactement. Et qui a, comme, je ne sais pas, baseline, je ne sais pas si je vous la vole, de peut-être faire la révolution à l'intérieur. Oui. C'est ça l'idée? Révolution écologique et sociale des organisations et de l'intérieur. De l'intérieur. Merci en tout cas d'être avec nous. Antoine Poincaré, ravi de vous accueillir et de revenir sur le plateau. Vous êtes venu il y a une petite année aussi, directeur de Climate School chez AXA. Et vous faites beaucoup de formations, beaucoup de pédagogie autour des questions du digital aussi, la manière dont le digital peut peut-être nous accompagner. Je dis une bêtise? Non, alors on en parle un peu. On le fait sur un canal qui est digital. Nous, notre idée, c'est comment on aide les autres grandes boîtes, on fait ça au sein d'AXA à destination des autres grandes boîtes, à former l'ensemble de leurs collaborateurs. Et en fait, c'est l'ensemble, c'est-à-dire comment je touche 100 000 personnes d'un coup dans tous les pays du monde, dans plein de langues, qui nous a amené à une modalité qui est très digitale. La tech, évidemment, pour massifier, pour toucher le plus grand nombre, évidemment. Anne Lecor, je me tourne vers vous, parce que là, il y a ceux qui construisent les bâtiments et qui essaient de trouver des solutions vertueuses, écologiques. On a le pédagogue, celui qui transmet. Et puis, il y a les acteurs, ceux qui disent ras-le-bol d'attendre que ça vienne d'en haut. Nous, on voudrait que ça vienne d'en bas. Est-ce que c'est ça votre philosophie? Est-ce que vous dites, quand on est salarié, on est citoyen, donc on s'engage? Oui. En fait, on part aussi d'une complète dissonance de certains salariés qui travaillent dans une entreprise et qui se retrouvent à faire un métier avec un impact négatif ou un impact qui nuit à l'environnement et à la société finalement, et qui met en danger les conditions de notre vie actuelle et future. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette incohérence? C'est en s'engageant aussi dans son entreprise et en se disant comment est-ce que moi, en tant que salarié, je peux prendre part à la transformation de mon entreprise? Parce que clairement, aujourd'hui, on n'est pas sur les bonnes trajectoires. Les entreprises ne sont pas assez actrices et pas encore assez rapides dans leur transformation de modèle. Juste d'un mot, parce que ça va intéresser nos deux invités, qui, je répète, pédagogie, et vous êtes dans le concret, on vous bâtissez. Il faut de la radicalité, vous vous revendiquez radicaux, ou vous dites, on est dans le dialogue, puisqu'il y a différents syndicats en France, et vous l'avez observé, les progressistes, les radicaux, je pense évidemment à la CGT, à Force Ouvrière, puis les progressistes, la CFDT, pour le faire simple. Vous êtes quoi, dans la radicalité? Vous dites, on n'a plus le choix, il faut être radical? Alors la question de la radicalité, elle est très étrange pour moi. C'est pas forcément une question de radicalité, c'est une question de quels sont les moyens qu'on met en œuvre et les leviers qu'on active pour arriver à une transformation réelle des modèles et éviter qu'on aille directement dans le mur. Donc en fait, à partir du moment où on se dit l'objectif c'est de ne pas rentrer dans ce mur, comment on fait? Tous les moyens sont bons et la notion de radicalité n'est pas forcément très intéressante à mon sens. Là. Je vous pose la question à vous deux, qui êtes des acteurs d'une certaine manière de cette question de la transformation. C'est intéressant de voir qu'on crée un syndicat, le Printemps écologique, comme si tous les autres ne s'y intéressaient pas ou n'avaient pas de connaissances concrètes du sujet. Alors oui, le niveau de connaissance moyen sur l'environnement, il est faible. En train de bouger vite, mais il est faible. Alors c'est en train de bouger dans les écoles, c'est en train de bouger dans les boîtes, mais ça part de très bas. Ce qu'il y a de fondamental quand on regarde le sujet d'un syndicat, c'est que ça vient poser la question écologie versus sociale, qui est assez fondamentale. Et tous les gens qui bossent sur le sujet ont conscience qu'on n'arrivera pas à résoudre l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça avec un angle qui est la représentativité des salariés. L'expression un peu qu'on aime bien, nous, sur ce sujet, c'est on est tous dans le même bateau, mais pas dans la même cabine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont les plus faibles socialement, les gens qui ont le moins de revenus, sont aussi ceux qui vont être le plus exposés aux conséquences du changement climatique. Il suffit de prendre les agriculteurs.
Enfin voilà. Donc on l'a vu très récemment avec l'augmentation du carburant. Pour ceux qui avaient des voitures souvent en mauvais état, ils devaient mettre de l'essence, ça coûtait beaucoup plus cher. Enfin, exactement. Donc si on ne vient pas poser la question de l'écologie dans ces instances de décision de représentativité qui se posent la question du social historiquement, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que je pense que le boulot que fait Anne est fondamental. Juste votre réaction, parce que vous êtes une entreprise, qu'est-ce que vous en pensez? C'est utile que vos salariés aussi soient aussi des acteurs de la transformation concrète? Écoutez, alors nous, Elitis, rapidement, c'est un groupe immobilier qui construit des bâtiments énergie positive. On est leader de la performance énergétique et les pionniers, puisqu'on a été les premiers dans le monde à imaginer des bâtiments énergie positive. Corée du Sud, j'ai dit une bêtise, il y a eu la Corée du Sud. C'est quoi les pays où vous êtes très implantés? C'est surtout en France. En France, mais il y a eu des pays à l'étranger. On a un bureau, en fait, on a une filiale effectivement au Vietnam. C'est ça, Vietnam. Mais on a nos 2 démonstrateurs à Dijon et Strasbourg. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est les seuls en Europe à pouvoir mener des projets à énergie positive et à facture zéro pour les habitants. Pourquoi effectivement votre initiative elle est très intéressante et elle vient compléter la nôtre, c'est que c'est des initiatives, si vous voulez, qui sont structurées comme des stratégies RSE, c'est-à-dire que c'est finalement le collaborateur qui devient un citoyen engagé. Nous, on est dans la démarche inverse qui est complémentaire, c'est-à-dire que on porte la vision, c'est-à-dire que la durabilité, l'aménagement durable, la protection de l'environnement, c'est notre ADN. Donc, c'est finalement les citoyens engagés qui deviennent nos collaborateurs. Et je pense que les deux... Ça vous attirez un public qui, excusez-moi, aurait pu démissionner d'entreprises qui n'auraient pas le printemps écologique dans leur entreprise et qui se disent, moi, je supporte plus de faire ce boulot, je vais aller dans des boîtes qui me donnent du sens. Complètement. Là, pour préparer l'émission, puisque j'ai fait la bonne élève quand même... Mais vous avez raison. J'ai pu voir que 76% des collaborateurs déclarent vouloir agir contre le réchauffement climatique dans leur vie pro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai driver, en fait, pour eux, dans le choix qu'ils font de rallier une entreprise. Mais on peut rentrer dans du concret, le corps, parce qu'on va rentrer dans le concret avec Antoine très concrètement. Quels sont les sujets sur lesquels... Je mets de côté le mot de la radicalité, qui est un sujet qui est très politisé, sur lequel il y a des vrais débats d'exégèse, mais très concrètement, quels sont les 2-3 sujets où vous dites les 300 adhérents qui sont engagés dans une entreprise doivent se battre sur quoi? C'est quoi les sujets clés? Alors, les sujets clés qui sont abordés par les adhérents aujourd'hui, c'est un peu déterminé en 3 catégories et un peu par étapes finalement. Il y a la première partie qui va être la question de la sensibilisation, parce que l'organisation doit bouger tout entière avec les salariés, qui sont en fait finalement aussi très très bien placés pour savoir comment va évoluer leur métier. Donc en fait, c'est la partie sensibilisation, c'est un peu... Ça rejoint ce que fait Antoine Poincaré. Exactement, hein. ce que fait Antoine. Et donc c'est cette partie-là de comment est-ce que toute l'organisation peut être au courant de l'urgence écologique et sociale auquel on se confronte. Première étape, donc de la pédagogie, de la transmission. Exactement. La deuxième étape, ça va être de vraiment travailler via des accords au niveau du CSE sur toute la partie impact du travail et de l'activité de l'entreprise. Donc en fait, c'est... Comment est-ce qu'on définit les politiques de mobilité? Comment est-ce qu'on définit les politiques d'alimentation? Comment est-ce qu'on définit les politiques de bilan carbone? Comment est-ce qu'on mesure finalement les impacts environnementaux de l'entreprise? Je vous ai un sujet sur l'alimentation hier. Je vous coupe, Anne, mais les DRH, je disais qu'on a voulu inviter sur le plateau, disaient mais nous, les questions de cantine, de nourriture, c'est plus vraiment notre sujet quand même. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Et pourtant c'est central. Enfin, je sais pas, Antoine. Beaucoup parce qu'ils les ont sous-traités à des Sodexo. Donc c'est moins leur sujet. Mais ça a commencé en Angleterre. Il y a des cantines d'entreprise qui affichent à côté d'empreintes calories, comme c'est souvent le cas, des poids carbone de ce que vous mangez. Et donc peut-être que passer au grill et avoir un truc qui fait 2 kilos quand il y a une alternative à 200 grammes de CO2 tous les jours, ça finit par imprimer dans l'esprit des gens. Donc il y a un travail à faire. Moi, je pense que c'est complètement sur la feuille de route d'un patron RH ou disons facility management de se poser la question dans sa boîte de comment ses collaborateurs se nourrissent. Question fondamentale que je vous pose à vous trois. Le monde, on le sauve comment? C'est l'entreprise qui le sauve ou c'est la COP qui se trouve en Égypte aujourd'hui, qui est d'ailleurs très critiquée par ceux qui ont pris des jets pour s'y poser, pour ceux dont on nous dit qu'il ne s'y passera rien. Est-ce que c'est l'entreprise qui est aujourd'hui l'acteur de la transformation? Ça ne marchera pas sans les boîtes. La COP, là, soyons très clairs, c'est une COP un peu intermédiaire. Clairement. C'est pas là où on remet des engagements de baisse des émissions carbone. La raison pour laquelle elle est en Égypte, c'est parce qu'il y a un gros sujet d'adaptation et d'aide des pays pauvres. Hein. Donc c'est ça le sujet qui va être là, et il faut la regarder sous cet angle-là. On n'y arrivera pas sans les boîtes. Moi, je ne pense pas que les boîtes vont être l'alpha et l'oméga de tout ça. Simplement, je pense qu'on aura besoin de régulation. Je pense que c'est aussi très politique. Mais il va bien falloir que les boîtes soient dedans. Et de toute façon... Mais vous voyez, les boîtes, c'est salariés citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? On vote le dimanche, mais on va dans l'entreprise la semaine. Quoi. Mais de toute façon, là, les boîtes ont un énorme problème de marque employeur. C'est-à-dire, les boîtes qui, à un moment, vont être capables de dire voilà ce que je fais, voilà pourquoi je contribue. Avec sincérité? Avec sincérité. Et si elles le disent sans être sincères, il y aura un effet rebond et boomerang qui sera pire.
de toute façon, ça va devenir un problème pour les boîtes assez fondamental, qu'elles aient envie ou pas, presque j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment, le recrutement, on le voit sur le marché de l'emploi français qui est tendu, sera suffisamment clé pour que ça bouge. Juste un mot, l'écologie a un prix. On le voit dans la nourriture, le bio, le surcoût et l'inflation n'aide pas. C'est plus cher de faire propre, de faire vertueux? Non. Enfin, nous, non, mais c'est important de l'entendre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on imagine, on conçoit, on construit des bâtiments à énergie positive, facture zéro pour l'utilisateur. Facture zéro pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de facture de chauffage. Ça veut dire qu'il compense sa facture. Voilà, par la production d'énergie naturelle, il la compense. Et en étant effectivement avec un peu de pédagogie, puisque effectivement on lui accorde une prime en fonction du comportement vertueux qu'il aura eu pendant l'année. C'est pas plus cher d'imaginer ce type de projet. Et ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas plus cher. Je veux dire, là, quand vous voyez que le gouvernement annonce qu'on va couper les ballons d'eau chaude entre midi et 2, formidable. Mais nous, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut le faire. Donc, quand vous posez la question de est-ce que ce sont les entreprises par lesquelles nous allons réussir cette transition énergétique, moi, je crois en l'homme. Et je crois que c'est avant tout l'homme qui va pouvoir le faire. Et il va être le levier de la décarbonation de l'entreprise. Et ce n'est pas les milliards d'euros qu'on va donner à nos fleurons industriels qui vont aider la décarbonation. C'est l'homme. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Lecor, parce que vous allez rechercher des adhérents dans toutes les entreprises sur lesquelles vous faites, vous expliquez qu'est-ce que le printemps écologique. C'est quoi? Je repose la question de ma radicalité. Il y a un vrai dialogue qui doit s'installer dans l'entreprise, ou est-ce qu'il y a des moments où il faut taper du poing sur la table? Est-ce que vous dites à un moment donné, nous, on a des entreprises qui font du greenwashing et ça suffit? On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui à la COP. Moi, j'y étais l'année dernière à Glasgow. C'est aussi quand même l'espace du greenwashing à gogo. C'est-à-dire qu'on a des représentants des États qui sont là et les plus gros stands, les plus lumineux, Et on se dit, mais la consommation énergétique de ce stand, c'est les entreprises. Aujourd'hui, la COP, c'est le principal sponsor, c'est Coca-Cola, qui est un des principaux pollueurs plastiques au monde. Donc on voit bien qu'il y a une dissonance. On voit bien qu'à un moment donné, les entreprises soit n'ont pas réalisé quelle est la marche et quel est le niveau de la marche à grimper pour arriver aux objectifs. Mais dans tous les cas, il faut à des moments donnés donner de la voix, expliquer, faire des propositions, parce qu'il y a aussi, je pense, dans beaucoup d'entreprises, soit une non-réalisation des enjeux, ou alors une non-connaissance ou un manque d'idées aussi et de récits de ce que peut être l'entreprise et dans ce qu'elle peut proposer. Parce que quand on lui demande beaucoup à l'entreprise, c'est vrai que là, non, mais on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, elle a beaucoup de choses à faire. Oui, mais en même temps, la troisième partie dont je voulais parler tout à l'heure, c'est de dire, en fait, on fait de la sensibilisation, on fait de la réduction d'impact, et derrière, on change les modèles. C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire différemment. Peut-être qu'on ne va pas du tout produire la même chose demain que ce qu'on produit aujourd'hui, parce que ça ne marche pas. Et vous pensez que le salarié, qui est un des représentants de votre syndicat, a le pouvoir et la possibilité de transformer? Parce qu'en fait, c'est une remise en question même du modèle capitaliste tel que vous le décrivez. Alors, la question, c'est à quel point les salariés dans une entreprise sont mobilisés. Parce que à partir d'un certain moment, si on n'arrive plus à recruter et qu'en fait l'entièreté des gens... Il faut se poser une question, bien sûr. Ouais. Mais si les gens sont mobilisés, en fait, on ne va pas avoir le choix. Et ensuite, la représentation syndicale est faite de sorte que les salariés qui sont représentants ont une voix, peuvent amener de l'expertise sur les sujets stratégiques aussi qui sont proposés par l'entreprise. Un mot sur la démocratie, puis un mot aussi sur le business, parce qu'il y a quand même un enjeu aujourd'hui d'engagement des collectivités. Quand on bâtit, il faut du foncier, il faut des collectivités qui s'engagent, parce que vous êtes liés évidemment à ces enjeux. Mais sur la démocratie, il faut aller un peu plus loin dans notre démocratie très 20e siècle, puisqu'on parle d'inclure les citoyens dans des débats participatifs. Est-ce qu'il faut aussi inclure les salariés dans autre chose qui soit autre chose que le CSE, qui est une sorte de forum, d'agora, où chacun puisse apporter sa contribution? Grande question sur la démocratie à l'intérieur des boîtes. Moi, il m'arrive de rencontrer assez souvent des syndicats, plutôt des syndicats traditionnels, à qui je dis, mais on voit émerger ces groupes de collaborateurs engagés dans les boîtes, exactement, qui se réunissent. Il y a les collectifs, qui est donc la somme de ces collectifs. La réaction naturelle de syndicalistes à ça, c'est, mais qui représente ces gens? Exact, c'est leur réponse. Et je ne sais pas quelle est la bonne réponse. C'est-à-dire, il y a un historique de démocratie interne dans les boîtes qui a amené un certain nombre de syndicats, et effectivement, on peut porter sur ces sujets-là. Est-ce que du coup, ces gens-là servent d'aiguillon
réunion interne en s'auto-régulant un peu, en disant ça va être nous le contre-pouvoir écologique de la boîte, et ça va être nous où le patron, la patronne RSE, devant qui le patron va devoir se justifier. Je trouve que ça ouvre des vraies questions. Et ils perdent d'ailleurs en prérogatives, ces syndicats traditionnels, parce qu'ils sont, entre guillemets, doublés par des mouvements très spontanés de citoyens qui d'ailleurs les contestent, ces syndicats. En tout cas, ça émerge dans les boîtes et il faut se poser la question. Claire Cochetier. Alors, moi, je peux apporter effectivement un éclairage un peu particulier, parce que vous l'avez compris, Editis, le modèle est un peu particulier. Nous, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les citoyens engagés qui viennent à nous. Là, je vous avais fait un petit florilège des CV qu'on a, des lettres de motivation où les gens nous disent « je veux bouger, je veux agir, je veux rentrer, je veux m'engager chez Editis ». Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que finalement, Editis est un levier pour ces nouveaux collaborateurs, un levier, un outil par lequel ils se sentent participer à quelque chose qui est grand, qui est celui de la protection de l'environnement et de notre changement et de l'accélération de la transition énergétique. Donc, j'allais vous dire, chez Editis, ce qui est assez beau, c'est qu'effectivement, l'entreprise devient l'outil en fait de notre collaborateur, qui devient vraiment... Ça se parle. Oui, exactement. Ouais. Très exigeant par ailleurs ça, hein, parce qu'une fois qu'on a recruté sur cette promesse-là, si on ne délivre pas, c'est terrible. Parce qu'on a des collaborateurs plus engagés que la moyenne, plus vocaux que la moyenne. Évidemment. Nous, notre enjeu justement là-dessus, c'est principalement celui-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'exigence d'être au courant de tout. Mais ils vous challenge en fait. Exactement, parce que comme ils se sont les ambassadeurs d'Elitis, ils se sentent effectivement en responsabilité, donc ils veulent tout savoir, tout comprendre. Donc voilà, c'est un partage de la réussite et de l'engagement aussi, qui n'est pas porté que par les équipes dirigeantes et le COMEX. C'est quoi l'émission se termine, j'en suis désolé, mais c'est quoi votre première victoire là? C'est quoi soit vos premiers sujets ou vos premières victoires en CSE? C'est quoi là concrètement? Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir brandir pour un syndicat. Nous avons acquis, je ne sais pas, la mise en place de local à vélo dans l'entreprise, parce que c'est un vrai sujet. Je ne sais pas. On parlait tout à l'heure de démocratie. Il y a la partie, par exemple, négociation d'une commission environnement dans une entreprise, par exemple, de cybersécurité, où on intègre là-dedans des représentants des syndicats, de la direction et des salariés, et on traite un agenda très particulier de comment est-ce qu'on peut revoir l'activité et diminuer les impacts. Donc une commission environnement, c'est des moyens, c'est des budgets, c'est du temps qui est attribué aussi aux salariés pour prendre en main ces questions-là. Excusez-moi, dans lequel il y aurait des syndicats traditionnels ou dans lequel vous dites ouvert à tous les salariés, parce qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui disent « moi, j'ai pas envie d'être syndiqué pour rentrer dans une commission ». Oui, alors des salariés sans étiquette syndicale notamment, oui. Ouais. Un dernier mot, Antoine, il nous reste une toute petite minute. Alors, moins d'une minute. L'avenir du monde en une minute, je le redis encore une fois avec beaucoup de solennité, on voit souvent que le politique a un peu de retard avec ce qui se passe dans les entreprises. Souvent, l'entreprise innovante, elle est en avance. Et c'est la loi qui court derrière. Oui, et en même temps, le boulot de l'État, c'est de fixer un peu. On l'a vu sur les grands axes. Les grands axes. La voiture en 2035, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. En tout cas, c'est très emblématique. Certains en doutent. Certains disent que c'est intenable, mais. Et c'est ça qui est très troublant. C'est que, et d'ailleurs, ça n'a pas du tout fait plaisir ni à Stellantis ni à Renault, qui dit nous, ce dont on a besoin, c'est de la visibilité, c'est d'être sûr qu'on pourra décommissionner notre thermique horizon 2035 et qu'il va pas falloir faire un virage à 180 en 2030. Donc, c'est là qu'il y a un rôle de l'État planificateur qui donne de la visibilité, qui permet aux boîtes de s'organiser. Mais par contre, aux boîtes d'agir. Vous disiez. Sans compter que les États-Unis, ils fabriquent plus d'électrique que l'Europe. Vous avez vu, déjà, on a perdu soi-disant la bataille. Question-là. Et beaucoup de batteries qui viennent d'Asie, de matières premières. Vous disiez, on en demande beaucoup aux boîtes. Les amis, il y a un truc, c'est qu'on va en demander de plus en plus aux boîtes et de plus en plus aux consommateurs. Nous venons d'un siècle de cramer gratuitement l'intégralité des ressources accumulées par la planète sans d'aucune manière accepter de payer le prix de cette consommation. Donc oui, par rapport à ce que nous vivons collectivement, on va en demander plus aux gens, plus aux boîtes, et il faut se préparer. Merci à vous trois. C'était un vrai plaisir de partager cette émission sur des regards croisés et différents finalement. Merci Claire Cochetier d'être venue nous rendre visite, directrice de la marque et du développement Editis, ces bâtiments à énergie positive. Facture zéro. Ça c'est un punchline. Merci à vous Antoine Poincaré, directeur Climate School chez AXA. Faites de la pédagogie, mais à travers des outils tech et digitaux. Et puis merci à Anne Lecor, cofondatrice du syndicat Printemps écologique. Je ne me suis donc pas trompé tout au long de cette émission. Merci à vous trois. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi. Après le quiet quitting, oui, on utilise beaucoup de mots anglais. Le quick quitting, mais qu'est-ce que c'est? Tout est dit dans quick quitting. À tout de suite.